Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Plus d'une semaine après la nomination du Premier ministre Mokhtar Ouane, le gouvernement de la transition vient d'être formé. Le secrétaire général de la présidence a lu la liste des membres du gouvernement sur l'ORTM il y a quelques instants. Alors, quelle analyse de la composition de ce gouvernement de transition? Le Grand Dialogue pose le débat sur cette question et nos invités sont Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité, Adam Diko, directrice exécutive de Agicad Mali, et Brema Elidiko, sociologue, professeur à l'université de Bamako. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs et invités. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette émission. Le Grand Dialogue. 25 membres du gouvernement, parmi ces 25 membres, 4 sont des femmes. Quelle analyse faites-vous, Ibrahim Maïga, de cette composition du gouvernement de transition? Vous l'avez mentionné, il y a 4 femmes sur 25. On peut d'ores et déjà dire que la loi 052 n'a pas été respectée, malheureusement. Je pense qu'on a des femmes de qualité, de grandes compétences dans ce pays qui auraient pu faire valoir justement leurs compétences à des postes stratégiques et à des postes régaliens. Parce que l'autre élément qu'on est tenté aussi de remarquer ou de relever, c'est l'octroi de ministères. Alors, sans aucune volonté de rabaisser un quelconque ministère, on voit que les femmes sont à des postes non régaliens et non stratégiques. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, il faut le mentionner, c'est quand même un gouvernement d'union nationale, presque. Les groupes armés, la CMA et la plateforme y sont. On a des individus qui sont soit liés ou eux-mêmes faisant partie du M5 RFP, qui est le principal mouvement de contestation, des militaires du CNSP. Donc on a le sentiment que ce gouvernement ressemble tout de même à un gouvernement d'union nationale. Parce qu'il faut le rappeler, l'IBK lui-même n'a jamais réussi en fait à avoir des figures de premier plan au sein des gouvernements successifs. Quand je dis des figures de premier plan des groupes armés, c'est la première fois qu'on a des entrées de ce niveau-là, avec des figures bien connues, publiques, des principaux mouvements armés. On peut non seulement faire référence à Maître Harouna Touré, à Mohamed Ould Mohamed, ou même à Moussa Gattaer. Le troisième constat, c'est quand même la forte présence des militaires, notamment du CNSP, à des postes stratégiques et à des postes régaliens. Le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Administration et un élément qui sort un peu de l'ordinaire, le ministère de la Réconciliation nationale. J'ai été un petit peu surpris par l'annonce de la nomination du colonel-major Ismaël Ouagui à ce poste, qui est un poste important, stratégique, et qui aurait dû, à mon avis, être occupé par un civil. Vous pensez qu'un militaire ne peut pas occuper ce poste? Pas qu'un militaire ne puisse pas l'occuper, mais je pense qu'il y a aussi des civils valables qui auraient pu occuper ce poste-là, et qui auraient... l'armée est un acteur quand même important, engagé dans le conflit. Le poste aurait dû, de mon point de vue, revenir à une personnalité, une figure civile reconnue, réputée et respectée par toutes les parties prenantes à la crise malienne, puisqu'il s'agit aussi de réconcilier les Maliens, les populations maliennes. Donc je crois que la symbolique a été manquée à ce niveau-là. Mais il faut aussi, dernier constat, noter quand même qu'il y a quelques surprises, quelques bonnes surprises dans ce gouvernement. On a par exemple l'entrée de Doulaye Konaté à l'éducation, qui est une figure éminente du monde académique, du milieu académique et du milieu universitaire au Mali, une figure respectée qui fait son entrée. L'autre entrée remarquée, c'est celle de Madame Bintou Founé Samaké, qui est aussi une figure assez connue dans le milieu associatif, dans le milieu de la société civile. Donc il y a quand même quelques entrées qui sont à souligner, mais globalement,
et surtout, après le temps qu'a pris le Premier ministre à former ce gouvernement, on est quand même un tout petit peu déçu par sa composition et par la forte présence des militaires à des postes régaliens, à des postes stratégiques. Docteur Brema Elidiko, Ibrahim Maïga est un tout petit peu déçu. Êtes-vous également déçu par la composition de ce gouvernement de transition? Alors, merci pour la question. Moi, d'abord, je me réjouis qu'on ait enfin un gouvernement, parce que, bon, il faut le rappeler, depuis le 11 juin, on n'a pas eu un gouvernement complet. On avait eu à un moment donné une sortie de cabinet, et ensuite, le coup de poste de militaire est intervenu. Donc, la mise en place de ce gouvernement permet au moins d'avancer sur la question des sanctions de la CEDEAO, par exemple, et de donner un autre coup de pouce à l'économie malienne, parce que bon, si les ministres ne sont pas là, beaucoup d'activités aussi sont arrêtées, parce que les secrétaires généraux quand même sont assez limités dans leurs actions. Donc, ceci dit, je me réjouis aussi de l'entrée des groupes signataires, après des représentants des groupes signataires dans ce gouvernement, parce que comme Ibrahim Maïga l'a rappelé tout à l'heure, le président Beka n'était pas arrivé à faire cela, donc on peut espérer que là aussi, ça peut donner un coup de pouce à l'accord pour la paix du processus d'Alger. Mais ceci dit, effectivement, je regrette comme nous qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes dans un pays où les femmes représentent quand même 50, au moins 50% de la population. Les hommes maliens ont montré suffisamment leurs limites, donc on aurait pu à la fois faire une large place à la jeunesse, mais aussi une large place à la gente féminine, pour que ces deux couches au moins nous aident à donner un nouveau souffle aux initiatives au Mali. Et je vais rappeler les 4 femmes qui sont nommées ministres. Il s'agit de la ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Kadiatou Konaré, ministre de la Santé et du Développement social, Dr Fanta Sibi, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mme Bernadette Keïta, et ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Bintou Founé Samake. Adam Diko, êtes-vous déçu en tant que femme quand vous voyez 4 femmes nommées parmi 25 membres du gouvernement de la transition? Alors, bonsoir à tout le monde. Effectivement, moi aussi, je suis déçue. Je suis déçue en tant que femme et je suis déçue en tant que jeune. Si on regarde un peu la composition de ce gouvernement, les 4 femmes ne représentent que 16%. 16%, et c'est vraiment dommage que lors de cette transition, qu'on puisse ignorer les lois, les instruments juridiques. Et les femmes se sont battues pour les avoir. Donc, je suis vraiment déçue sur ce point. Et c'était une occasion aussi de faire place à la jeunesse, de mettre les jeunes au cœur de l'action pour que les jeunes puissent exploiter au mieux leur potentialité. Et de ce point de vue, je vois aussi qu'il n'y a pas assez de jeunes. Disons qu'on peut dire qu'il n'y a qu'un ou un et demi de jeunes dans ce gouvernement. Et sur ce plan, voilà, je suis vraiment déçue. Donc, je suis doublement déçue. Déçue en tant que femme et déçue en tant que jeune. Un et demi, expliquez-nous un peu. Alors, je trouve que Mohamed Salia, il est jeune. Celui qui a la charge de la jeunesse, qui est Moussa Ataya, alors lui, je ne le considère pas totalement jeune, en fait. Voilà pourquoi je dis un demi-jeune, c'est-à-dire un jeune et demi. D'accord. Partagez-vous cet avis de Adam? D'accord. Adam. Non, je comprends la frustration exprimée par Adam Diko. Et effectivement, dans un pays où on a une jeunesse aussi engagée, une jeunesse qui est présente dans tous les compartiments en fait, de la vie culturelle, de la vie sociale, de la vie économique, que sur le plan politique, qu'on ne fasse pas suffisamment de place à cette jeunesse-là. Mais je crois qu'il faut peut-être aller au-delà de la question, ou en tout cas de l'opposition jeune-vieux. Je pense qu'on peut déplorer effectivement le fait qu'on n'ait pas des jeunes d'âge, si on peut le dire ainsi. Mais au-delà de ça, ce qui est peut-être aussi à déplorer, c'est la présence tout de même de personnalités qui avaient déjà occupé des fonctions ministérielles par le passé ou qui ont occupé des postes ou des niveaux de responsabilité très élevés dans la fonction publique au Mali. On a le sentiment qu'il y a une forme de... Il y a une panne en fait, une panne intellectuelle au Mali. On a du mal à innover, on a du mal avec le renouveau. On s'inscrit encore une fois dans les sentiers battus en ayant le réflexe toujours d'aller vers ceux qu'on connaît le plus,
ceux qui ont parfois une trentaine, voire une quarantaine d'années d'expérience. Je trouve que c'est assez dommage et désolant à la fois de voir que dans ce moment de transition, qui est peut-être propice non seulement à la refondation, mais aussi au renouveau tout simplement du Mali, à l'invention d'un nouveau Mali ou d'un nouveau modèle au Mali, qu'on soit encore dans les anciens schémas. Je disais tout à l'heure que quand on regarde le gouvernement, on a le sentiment que c'est quand même un gouvernement d'union nationale. Je ne suis pas sûr que l'union nationale devait être l'objectif de ce gouvernement. Je crois qu'on aurait dû mettre avant tout la compétence, la probité, l'intégrité. Je ne dis pas que ce n'est pas présent à certains endroits. Clairement, il y a des personnalités dans ce tâtelage gouvernemental qui ne souffrent ou dont la réputation ne souffre d'aucune ambiguïté ou ne souffre d'aucune forme de contestation. Mais on aurait pu faire mieux, je pense, et la période de la transition était propice justement à cette créativité-là, à cette inventivité-là, à ce punch-là, à avoir beaucoup plus d'audace, y compris en confiant des postes de responsabilité à des jeunes d'âge ou à des individus n'ayant pas un passé au sein des différents gouvernements successifs. Est-ce un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de partage de gâteaux, comme l'avaient annoncé certains, qu'il faut s'attendre à un gouvernement de partage de gâteaux par rapport à ce gouvernement de transition? Alors, le problème, c'est que le gouvernement d'union nationale ressemble souvent à un gouvernement de partage du gâteau. Je crois que c'est plutôt a posteriori qu'on peut porter ce jugement, partage de gâteau ou pas. C'est un peu à la tâche et sur la base des résultats qu'on déterminera si ce n'était finalement qu'un partage du gâteau ou si ça obéissait vraiment à une volonté d'union nationale autour du patient Mali. Et surtout autour des enjeux et des défis communs. Peut-être un élément rapide sur ce gouvernement. Je crois que c'est aussi le reflet d'un rapport de force ou des rapports de force existants dans le pays. Je disais tout à l'heure que les militaires, en particulier ceux du CNSP, sont très présents dans ce tâtelage-là, notamment à des postes régaliens, ministère de la Défense, ministère de l'Administration, ministère de la Sécurité, ministère de la Réconciliation nationale. Qui sont des postes régaliens, des postes stratégiques. On voit très peu la touche finalement du Premier ministre. Et c'est la raison pour laquelle j'étais un peu déçu par le temps que cela a pris finalement pour accoucher d'un gouvernement qui reflète davantage quand même le rapport de force qui est largement en faveur des militaires. Si on voit très peu la touche du Premier ministre, alors qui a donc composé ce gouvernement, Adam Dicko? Avez-vous une idée là-dessus? Alors, je ne suis pas dans les secrets des dieux pour savoir qui a composé ce gouvernement, mais vraisemblablement, ça se voit clairement que le Premier ministre n'a pas eu son mot à dire, parce que ce gouvernement ne regorge pas assez de technocrates, assez de personnes qu'on peut dire qui peuvent être proches du Premier ministre ou qui ont travaillé avec le Premier ministre. Et quand on regarde le gouvernement, c'est vrai, c'est un gouvernement d'union nationale, mais c'est surtout un gouvernement de partage de gâteaux qu'on voit. Parce que ce gouvernement reflète aujourd'hui, comme Maïga l'a dit, ça reflète les rapports de force qu'on a actuellement au Mali. Et ça veut dire que c'est l'influence des gens qui font qu'ils ont une présence accrue dans le gouvernement, une présence faible. Donc cela démontre que voilà, c'est un gouvernement d'union, c'est un gouvernement de partage des gâteaux. Et moi, j'arrive à la conclusion qu'on est en train de faire du IBK sans IBK, parce qu'après, c'est ce que ce IBK demandait, un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui ressemble aussi un peu à ça, un gouvernement de partage des gâteaux, qui reflète les rapports de force du contexte actuel. Et malheureusement, on est en train de faire du IBK sans IBK et je deviens de plus en plus encore sceptique par rapport à ce changement. Est-ce que c'est véritablement un changement qu'on est en train d'aller ou c'est juste un changement d'homme auquel nous avons assisté, mais après, les mêmes erreurs, les mêmes problèmes, le même défi existent toujours et on continue toujours d'aller droit au mur. Donc vous ne voyez pas un grand changement?
Non seulement je ne vois pas de grands changements, mais après je suis un peu dessus parce que je me dis tous les combats menés jusqu'ici et qu'après on arrive à ce résultat, je me dis ça a été une peine perdue. Et quand on voit un peu le temps qu'a pris les responsables pour la formation de ce gouvernement, c'est à peu près l'expression tout ça pour ça. En fait, si c'était cette liste-là, ça pouvait venir encore plus tôt. Alors ce n'est pas que je dénigre ceux qui sont dans ce gouvernement. Effectivement, il y a des personnalités qui sont dans ce gouvernement qui sont vraiment à leur place et qui peuvent faire leurs preuves. Mais après, quand on regarde un peu la composition du gouvernement dans son ensemble, on a l'impression que c'est un gouvernement de partage de gâteaux et surtout c'est un gouvernement qui n'a pas respecté quand même l'un des principes auxquels nous, les femmes, on tient, notamment le respect de la loi 052. Et quand on voit la composition de ce gouvernement, il y a un responsable du M5-RFP qui disait que le CNSP n'a pas respecté un deal qui consistait à accorder la présidence au CNSP et la primature au M5-RFP. Alors peut-on s'attendre avec cette composition à un M5-RFP satisfait? Alors déjà, moi je ne suis pas très d'accord avec souvent les démarches du M5 parce que j'ai dit on ne peut pas reprocher à Ibeka une gestion clanique et encore nous-mêmes vouloir une gestion clanique après Ibeka. Donc pour moi, ce n'était pas les militaires prennent ça et le M5 prend ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se réunir autour du Mali. Qu'est-ce que le Mali doit faire? Qu'est-ce qui revient au Mali? C'est-à-dire mettre les gens à la place qu'il faut et non pas en se focalisant sur des rapports de force. Donc, malheureusement, les choses ont changé jusqu'ici et le M5 a perdu un peu son aura, notamment auprès de la population. Et c'est ce qui a donné beaucoup plus. C'est comme si le M5 a perdu et le CNSP a gagné en aura. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que le CNSP est beaucoup plus présent, est beaucoup plus influent, est beaucoup plus quand même pesant dans le gouvernement et même dans le choix du président, malheureusement. Donc, du coup, je pense que le M5 a fait une mauvaise stratégie en voulant avoir une gestion clanique, une gestion privilégiée. Ils auraient dû quand même fédérer et aller vers ça et non voir aux militaires comme des partenaires stratégiques. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'ensemble de la classe politique qui est le plus grand perdant. La CEDEAO a également donné son point de vue sur comment les organes de la transition doivent être composés. Dr Brema Elidiko, pensez-vous que la CEDEAO, qui sanctionne le Mali actuellement, va être satisfaite de cette composition du gouvernement de transition? Alors, à mon avis, normalement, oui, parce que la CEDEAO avait demandé un président civil, un premier ministre civil, la libération des personnes, enfin les détenus politiques, et puis ensuite la relecture de la charte. Donc, la charte a déjà été relue, republiée donc au journal officiel. On a un gouvernement dirigé par un premier ministre, et puis de surcroît, quand même, les groupes signataires de la Force pour la paix ont fait leur entrée. Donc, je pense que le dernier point demandé par la CEDEAO, c'est plutôt la libération des personnes ou en tout cas leur mise à disposition à la justice pour faire son travail. Donc, normalement, je pense que les discussions devraient reprendre rapidement pour que la CEDEAO puisse lever les sanctions. Par rapport au portefeuille, est-ce que la CEDEAO n'avait pas demandé au CNSP de se limiter à la défense et à la sécurité? À ma connaissance, non. Je laisse Ibrahim Djimaïga qui travaille sur cette question de répondre à cette question précise. Mais je ne pense pas avoir lu cela. J'ai plutôt compris qu'il fallait un premier ministre civil, un président civil, et puis la libération des détenus et la relecture de la charte, notamment la clause selon laquelle le vice-président pouvait remplacer le président de la République. À quelle position peut-on s'attendre par rapport à la CEDEAO? Non, bon, déjà, je pense qu'il y a quand même une incompréhension en fait au niveau de la position de la CEDEAO. En tout cas, je juge l'attitude de la CEDEAO incompréhensible parce qu'elle avait posé un certain nombre de conditions, dont la nomination d'un civil à la primature, la nomination d'un président civil. Et comme Brema l'a rappelé, la libération ou du moins la transmission des dossiers des détenus à la justice. Sur ce dernier point, je ne sais pas où en sont les autorités de la transition, mais sur les points précédents, on peut dire que la CEDEAO a eu gain de cause finalement, puisque la charte elle-même a été modifiée pour satisfaire l'une des exigences fondamentales de la CEDEAO qui était d'empêcher le vice-président d'accéder à la présidence en cas de vacances ou en cas de départ du président de la transition. Maintenant, moi, je m'attendais à ce que la CEDEAO réagisse très rapidement pour lever effectivement les sanctions. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, les sanctions ne sont
importante quand elle constitue en fait une menace. Une fois qu'on met les sanctions en œuvre, il y a 50% de l'effet dissuasif qui s'estompe. Et pour que la CEDEAO continue d'avoir une voix au Mali, et évite de se mettre à dos finalement toute la population, parce que une partie de la population l'avait soutenu dans son intransigeance, notamment pour forcer le pas du CNSP, mais je pense qu'elle risque de perdre justement cette partie qui la soutient si elle ne réagit pas très vite. Maintenant, par rapport à la composition du gouvernement, je ne suis pas sûr que la CEDEAO ait donné des indications précises. Je ne suis même pas sûr qu'elle aurait été dans son rôle si elle avait fait cela. Le gouvernement ou la nomination des membres du gouvernement est quand même une prérogative régalienne du président sur proposition du Premier ministre. Je pense que la CEDEAO ne rentrerait pas dans ces détails-là qui relèvent de la souveraineté nationale et du choix et de la responsabilité des autorités de la transition. Pensez-vous que ce gouvernement qui vient d'être mis en place peut relever les défis qui lui sont assignés pour réussir cette transition-là? Question difficile, puisque les défis, oui, on a une idée approximative des défis, enfin, on a une idée claire des défis. Maintenant, on ne sait pas quels défis la transition va attaquer et quels autres défis elle va mettre de côté pour éventuellement le gouvernement qui sera élu à l'issue de cette transition. Moi, j'attends encore de voir la feuille de route révisée du gouvernement avec un chronogramme clair et précis, des engagements clairs et précis, des actions prioritaires précises. En l'absence de cet outil, de ce tableau de bord, je ne suis pas en mesure de vous dire si le gouvernement, dans son architecture actuelle, est capable de relever les défis ou pas. Ce que je constate, c'est qu'on peut avoir des réserves sur un certain nombre de postes, sur un certain nombre de nominations qui ont été faites aujourd'hui. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'un des éléments, en fait, en regardant ce gouvernement qui m'interpelle, c'est quand même, encore une fois, la présence des militaires à des postes stratégiques et régaliens. J'aurais préféré qu'on contrebalance un petit peu, parce que je considère que la sécurité, en fait, elle ne relève pas que du domaine exclusif des militaires. C'est une erreur de penser qu'il faut systématiquement avoir un militaire au ministère de la Sécurité, au ministère de la Défense, etc. Dans les grandes puissances, vous n'avez souvent pas de militaires à des postes au ministère de la Défense ni au ministère de la Sécurité. Donc j'aurais vu un équilibre à ce niveau-là qui aurait permis d'atténuer un petit peu le prisme militaire sur les questions de défense et de sécurité, par exemple. La composition de ce gouvernement vous déçoit, Adam Dicko. Est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas rassuré que ce gouvernement puisse relever les défis de cette transition? Alors, il est encore très tôt de dire que ce gouvernement pourra relever les défis ou pas. Je pense que, comme Maïga l'a dit, aujourd'hui, ce qui est primordial, qui est important pour nous, c'est qu'il publie d'abord la feuille de route. La feuille de route, la version finale, bien sûr, la version finale de cette feuille de route, et avec un chronogramme pour qu'on sache qu'est-ce qui est finalement la priorité de cette transition et quand est-ce que ça aura lieu. Donc ça, c'est vraiment important. Aussi, un chronogramme, est-ce que ça veut dire que vous craignez que cette transition dépasse les 18 mois? Oui, effectivement, c'est une inquiétude. Effectivement, c'est une inquiétude que moi j'ai et je pense que cette inquiétude est partagée par beaucoup de gens. Déjà, quand on était lors des concertations, on disait oui, on va aller avec les 18 mois, mais si jamais... Déjà, il y avait des intervenants qui parlaient comme ça et c'est pas n'importe quel intervenant, c'était des intervenants qui étaient déjà proches du CNSP qui disaient oui, on peut valider les 18 mois, mais si jamais. Donc du coup, il faut un chronogramme pour qu'on puisse évaluer les actions de ce gouvernement à mi-parcours parce que c'est extrêmement important. Nous sommes dans un tournoi décisif, donc on ne peut pas se permettre quand même de continuer avec une équipe qui n'est pas compétente jusqu'à 18 mois. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que la réussite de ce gouvernement aussi va beaucoup dépendre aussi de sa relation ou de sa cohabitation avec le Conseil national de la transition. Parce que nous avons dit que cette transition doit être l'occasion de revoir ou de réviser nos textes fondamentaux et de revoir un peu tout ce qui est le fonctionnement des élections et autres. Donc, du coup, c'est le Conseil qui va être en charge de ça avec l'accompagnement, bien sûr, technique du gouvernement. Donc, leur réussite aussi va beaucoup dépendre aussi de leur cohabitation et le travail d'équipe avec les deux organes. Et j'espère vraiment que cet organe aussi ne va pas être un organe de partage de gâteaux, sinon on risque vraiment de rater encore ce nouveau départ. Oui, peut-être juste
Un élément additionnel. L'un des indicateurs, en fait, quand on analyse un gouvernement, c'est aussi la position des différents ministères. Vous avez 25 ministères. Je constate que, bien entendu, la défense et la sécurité, qui sont les priorités majeures du pays, figurent en bonne place. La justice également, c'est à mentionner, à relever. Le ministère de la Justice est en deuxième position, ce qui témoigne aussi d'un intérêt pour les questions de justice, de lutte contre l'impunité et aussi de respect des droits de l'homme. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Par contre, on voit que le ministère de la Sécurité, enfin le ministère de l'Économie et des Finances est en 9e position, que le ministère de la Culture est en 13e position, que le ministère de l'Éducation nationale est en 14e position, que le ministère de la Santé est en 16e position. C'est quand même le signe que... Est-ce que ça définit les priorités? Oui et non. Oui et non. Oui, dans la mesure où ce n'est pas anodin. La place qu'occupe un ministère dans une liste de nominations n'est pas anodine. Ce n'est pas un tirage au sort. Le fait que le ministère de la Défense et des anciens combattants soit à la première position n'est pas le fruit du secrétaire ou de la secrétaire qui a mentionné, qui a saisi ou qui a rédigé la liste. C'est surtout le résultat d'une vision, ou en tout cas d'une certaine approche. Donc je regrette aussi que ces ministères-là soient mis en arrière-plan, dans la mesure où on est, comme je le disais, dans un moment de refondation. Ça aurait été un bon signal qu'on ait, par exemple, le ministère de la Culture en 3e, voire en 4e position. Ça aurait lancé un signal fort. Et l'éducation en 2e position. Un signal de rupture, effectivement, avec les pratiques du passé. Je crois que à ce niveau également, on a peut-être manqué le coche. Je vois par exemple que le ministère des Maliens établi à l'extérieur et le ministère de l'intégration africaine, qui aurait pu être, de mon point de vue, un secrétariat d'État rattaché au ministère des Affaires étrangères, même si ça demeure une tâche importante, est en 18e position. J'ai le sentiment qu'on aurait pu mieux faire et faire plus. Brema Elidiko, le ministère de l'Éducation en 14e position. Est-ce que ça sous-entend que ce secteur va être négligé par ce gouvernement? Alors, j'espère que non, mais comme heureusement nous avons un professeur qui a été quand même pratiquement le premier, voire le 2e recteur de l'université en son temps du Mali, moi ça me rassure parce que nous l'avons vu à l'œuvre quand il était recteur. C'est quelqu'un qui connaît le monde de l'éducation. Même si son ministère n'est pas en full position, on peut espérer que lui, eu égard à sa connaissance du secteur de l'éducation, qu'il puisse, je pense, travailler avec tous les acteurs et les partenaires techniques et financiers pour que la question de l'école puisse au moins être une question centrale dans les discussions et que le PRODEC, notamment le programme décennal de l'éducation, puisse être appliqué parce que, vous savez, il y a tellement de forats sur les questions d'éducation au Mali, tout a été diagnostiqué avec tous les acteurs, les recommandations ont toujours dormi dans les tiroirs et lui-même avait participé pratiquement à toutes les rencontres, ayant été comme recteur de l'université du Mali en son temps. Il est bien placé pour travailler avec son homologue de l'enseignement supérieur, pour prendre à bras le corps ces questions d'années, de chevauchement d'années galvaudées, d'années facultatives, etc., pour sortir de ces grèves intempestives à la fois d'élèves, d'étudiants, mais aussi d'enseignants. Vous savez, il y a même un préavis de notre syndicat de l'enseignement supérieur qui commence demain. Donc c'est pour dire que, on souhaite déjà la bienvenue au ministre de l'enseignement supérieur parce qu'il va trouver des dossiers sur sa table. Oui, mais même s'il est bon, lui, s'il n'est pas entouré d'une équipe qui le soutient dans son travail, pourra-t-il réussir à relever les défis? Vous savez, il sera entouré d'une équipe, il a intérêt, il connaît les défis qui seront les siens. Je ne parle pas au niveau du ministère de l'Éducation, mais la composition du gouvernement même, s'il n'est pas soutenu par le Premier ministre, par le Président, le Vice-président, les autres ministres, est-ce qu'il pourra réussir les défis à atteindre les objectifs? Nous sommes dans une période de transition. Il y a énormément de défis dans tous les secteurs. Je pense que tous les ministres auront besoin du soutien des uns et des autres.
Parce que la question de la réconciliation dont on évoque, ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas parce que la CMA et la plateforme ont fait rentrer dans le gouvernement qu'on va véritablement avancer sur la question de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. On ne peut que l'espérer. La question de la santé, c'est pareil. La question de la sécurité, etc., c'est pareil. Aujourd'hui, le Mali ne concerne véritablement que 15 à 20% de son territoire. Donc, tout est défi. Je pense que tous ont conscience de cela. Avec la période de transition, les ressources de toute façon sont limitées. C'est pour ça qu'il urge de faire en sorte que les priorités, comme ils l'ont dit, Adam et Ibrahim, que la feuille de route soit rapidement définie et qu'on essaie de voir au cours de 18 mois qu'est-ce qu'on peut concrètement faire, parce qu'à force de vouloir tout faire, on risque de ne rien faire. Je pense que pour tous les ministères, il faut simplement arriver à avancer sur des dossiers de lutte contre l'impunité, des questions de comment les forces étrangères peuvent travailler mieux dans un cadre concerté, un cadre efficient de collaboration, de partage d'informations, de renseignements, révisiter par exemple la question de l'aménagement, comment l'aménagement peut aider davantage le G5 Sahel, comment Barkhane peut... Voilà, donc, pour moi, ce sont ces questions-là qu'il faut voir pour qu'il y ait une congruence dans les actions. Et sinon, on ne peut pas de toute façon tout faire. À la fin des 18 mois, je pense que beaucoup vont rester sur leur faim. Dans l'urgence, quels doivent être les points auxquels ce gouvernement de transition doit s'attaquer, selon vous, Adam Dicko? Alors, selon moi, c'est d'aller rapidement vers les réformes. Je l'ai dit une fois ici pour dire que le gouvernement de transition ne peut pas tabler sur tous les problèmes. C'est-à-dire les problèmes qu'on n'a pas pu gérer en 30 ans, ce n'est pas en 18 mois qu'on va les gérer. Effectivement, le gouvernement doit mettre en place des jalons, des bases solides pour que la nouvelle équipe qui va venir puisse aller dans ce sens-là. Mais le véritable problème de ce gouvernement, pour moi, c'est d'aller rapidement vers des réformes. Les réformes du système électoral, les réformes institutionnelles et structurelles pour que nous puissions quand même avoir une gestion beaucoup plus saine de l'affaire de l'État. Alors, les questions de l'éducation, les questions de santé publique et autres peuvent venir parce que pour moi, ce travail quand même est assez transversal. Donc ça, c'est des questions qui sont des priorités tous les jours. Mais la priorité de ce gouvernement de transition, c'est vraiment d'aller sur ça. Et l'autre chose, c'est par rapport aussi à la lutte contre le terrorisme et autres. Aujourd'hui, nous sommes sous assistance, donc il est important que ce gouvernement de transition soit un gouvernement de mission, mais aussi un gouvernement qui maintient les relations avec nos partenaires, que ce soit nos partenaires nationaux ou internationaux, pour pouvoir maintenir l'assistance afin de continuer à lutter véritablement contre les terroristes. Les points urgents, êtes-vous d'accord avec Adam Dicko? Oui, en partie, mais peut-être juste un élément par rapport à la composition du gouvernement lui-même. Je comprends l'esprit qui a dû animer le Premier ministre, le Président et le Vice-président de la transition dans la composition de ce gouvernement. Je disais que ça reflétait quelque part les rapports de force. Mais en même temps, le fait de vouloir avoir un peu tout le monde autour de la table peut être aussi un piège. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention à cela. Je pense même qu'il s'est arrangé dans la catégorie des fausses bonnes idées. A priori, c'est une bonne idée d'avoir un peu tout le monde autour de la table pour faciliter aussi la mise en œuvre et la prise de décision sur certains dossiers. Mais en même temps, ça peut être source de blocage. Est-ce qu'on risque d'avoir un gouvernement avec des clans? C'est un couteau à double tranchant. Je pense qu'il est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais ce n'est pas toujours une bonne idée de former un gouvernement avec autant d'agendas, avec autant d'intérêts divergents à l'intérieur. Ça peut être source de blocage, ça peut être ça peut conduire à des blocages au moment de prioriser d'abord les questions et ensuite au moment de porter les dossiers, soit au niveau du CNT ou même au niveau du Conseil des ministres. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement prudent quant au succès potentiel sur la seule base que c'est un gouvernement d'union nationale, même si tout le monde y est. Cela ne garantit absolument pas le succès de ce gouvernement. Les points urgents? Avant les points urgents, j'ai aussi relevé un autre élément qui me semble important, c'est le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Là aussi, je pense que le choix n'est absolument pas anodin. On a le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, qui est à ce poste. Alors, il n'y a aucun lien de parenté entre lui et moi, si vous vous posez la question. Mais, il n'y a pas de conflit d'intérêt? Absolument pas, mais j'ai le sentiment surtout que ça traduit aussi un manque de confiance en la classe politique, un manque de confiance dans les civils, tout simplement.
dans la société civile. Donc il y a une volonté d'être un peu le grand Manitou. Est-ce que vous pensez que les civils n'ont pas suffisamment de postes ou est-ce que ce sont les postes stratégiques qu'ils n'ont pas selon vous? Alors clairement, ils n'ont pas les postes les plus stratégiques dans le dispositif gouvernemental. Ce n'est pas moi qui le dis. Je pense qu'il suffit juste de voir les noms et les ministères les mieux placés sur cette liste pour s'en rendre compte. Mais en particulier, ce ministère, ce que je voulais dire, c'est que en l'absence de réforme, c'est quand même le ministère qui gère le dispositif électoral, qui a une grande implication, un grand rôle dans tout ce qui est organisation d'élections et de déploiement de l'administration sur le territoire national. Et donc, c'est un poste extrêmement stratégique. Et le fait que ça ne soit pas confié à un civil, je pense que c'est en partie lié justement à ce manque de confiance du CNSP envers la société civile. Quand je parle de société civile, pas la société civile au sens restrictif, mais à tout ce qui est civil, par exemple. Et peut-être au fait qu'ils estiment qu'il n'y a pas de civil impartial au Mali, à même d'être équidistant par rapport aux partis. C'est un jugement, à tort ou à raison d'ailleurs. Je ne dis pas qu'ils ont forcément raison, ni qu'ils ont tort, mais pour moi, ça traduit cet état de fait. Maintenant, par rapport aux priorités, je pense qu'on a, lors de l'émission d'il y a quelques jours, brossé un petit peu ou en tout cas identifier les principales priorités. La question de la refonte du système électoral. Je pense que le fait qu'on revienne là-dessus, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autres priorités. Il y a des priorités en termes de sécurité alimentaire, il y a des priorités en termes de logement. Cette année, par exemple, a été particulièrement difficile, que ce soit à Bamako ou en région, en raison des intempéries. Donc il y a des problèmes aussi basiques que des problèmes de logement, etc., qu'il faudra régler. La raison pour laquelle on insiste sur le point de la réforme du système électoral, c'est aussi pour avoir des hommes et des femmes qui soient le reflet, ou en tout cas le résultat surtout du choix des électeurs, du choix des citoyens, et que ces hommes et ces femmes soient porteurs aussi de valeurs qui puissent leur permettre de mettre en œuvre les priorités sur lesquelles nous serons entendus au cours des prochaines années. Encore une fois, la question de la refondation, je pense que l'un des éléments importants à garder à l'esprit, c'est le temps long. C'est qu'il faut du temps pour que le Mali devienne, je ne sais pas moi, le prochain Singapour ou un pays qui est très célébré en Afrique, le prochain Rwanda. Il faudra du temps, il faut qu'on ait ça à l'esprit. Donc je parlais de la question de la réforme du système électoral, la nécessité d'avoir une nouvelle constitution, pas simplement parce qu'il y a des problèmes avec celle que nous avons, mais c'est aussi un moyen, une occasion de renouveler le contrat social. Le contrat social entre gouvernants et gouvernés, entre gouvernants et entre gouvernés et entre gouvernants et gouvernés. Je pense que c'est un point extrêmement important. Et je crois qu'un des éléments peut-être sur lequel on n'a pas suffisamment mis l'accent la dernière fois, c'est la question quand même de la relance économique. On est dans un pays exsangue et il suffit juste de sortir dans les rues de Bamako pour s'en rendre compte. Les gens font face à des difficultés, mais inouïes sur le plan économique. Les gens ont du mal à se nourrir, à se vêtir, à se loger. Je crois que le gouvernement n'arrivera à rien, ou en tout cas n'arrivera pas à mettre en œuvre les réformes politiques et institutionnelles si, d'entrée de jeu, il ne procède pas à une relance de l'économie, au moins pour parer aux urgences sociales qui ont bloqué ou paralysé le pays depuis quelques années. Gouvernement d'union nationale, un autre organe qui devrait être mis en place dans les jours à venir, le Conseil national de transition. Docteur Brema Elidiko, par rapport à ce Conseil national de transition, à quoi faut-il s'attendre? Non, par rapport à ça, je pense qu'il faut arriver là aussi à faire en sorte que tout le monde soit représenté, qu'au moins dans ce conseil, qu'on fasse une bonne place aux jeunes et aux femmes. Et ensuite que la présidence soit confiée à un civil, parce que j'ai vu qu'il y a absent du gouvernement, peut-être que c'est cette place qu'on lui réserve.
Non, il se pourrait que le colonel Diaw soit le président du Conseil national de transition. C'est ce que moi je pense, parce que bon, je m'attendais à lui dans le gouvernement. Si on ne l'a pas nommé dans le gouvernement, peut-être que c'est ce qu'on... Parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière, tous les ténors du CNSP, on leur fait quand même une bonne place, quoi. Donc, certains sont dans le gouvernement, donc comme il reste un d'entre eux, bon, je pense que oui, ce serait éventuellement une place qu'on veut lui réserver. Mais bon, le temps nous dira. De toute façon, il faut arriver à faire en sorte que la classe politique soit représentée, que la société civile soit représentée, que la diaspora aussi ait une place, parce qu'on oublie la diaspora, mais elle représente plus de 5 millions de personnes. Donc, c'est quand même important de ne pas les oublier, mais aussi prendre en compte toutes ces personnes vulnérables, les handicapés dont on ne mentionne pas assez souvent, mais qui doivent aussi être représentés. C'est autant d'acteurs qui mériteraient de se voir représenter dans ce Conseil national de transition pour pouvoir prendre en compte les différentes réformes concernant les différents secteurs. Parmi les 3 premiers dirigeants de cette transition, il n'y a pas de femmes. Dans ce gouvernement de transition, sur les 25, il n'y a que 4 femmes. Pensez-vous, Adam Dicko, que pour le Conseil national de la transition, les femmes vont avoir une place de choix? Alors, j'ose espérer que ça va être le cas, et même si on est assez sceptique, parce qu'on a dit ici lors du débat, les 3 personnalités, les 3 premières personnalités, le fait qu'il n'y a pas eu de femmes, c'était déjà un signal fort, c'était déjà un message fort qui était lancé à l'endroit des femmes. Mais malheureusement, la mobilisation n'a pas suivi pour pouvoir pour pouvoir faire l'alerte, pour dire attention, quand même, il y a une loi qu'il faut respecter. Mais j'ose espérer que les bruits quand même autour de la formation de ce gouvernement va pencher quand même en faveur des femmes pour que la représentation au niveau de ce conseil puisse quand même refléter ce qui est légalement admis et légalement demandé. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau du respect de cette loi? Est-ce que c'est parce que les femmes ne pèsent pas lourd? Est-ce que c'est parce que ce sont les hommes qui négligent les femmes? Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Alors, ce qui ne va pas, c'est qu'au Mali, en général, notre classe dirigeante n'est pas trop respectueuse des textes. C'est ça le problème. C'est-à-dire aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est pas que les femmes n'arrivent pas à se faire entendre, ou c'est pas qu'on n'arrive pas à accorder de la place aux femmes, c'est qu'il y a une loi qui est là qui n'est pas respectée. Donc c'est vraiment un signal qu'on montre que les textes auxquels nous-mêmes nous avons ratifié, nous-mêmes nous avons signé, nous-mêmes nous avons pris, nous ne sommes pas respectueux de ces textes-là. Donc c'est une indiscipline en quelque sorte, une indiscipline politique, on peut même dire une indiscipline sociale qui est lancée et qui n'est pas du tout acceptable. Ce n'est pas une question de femmes, mais c'est une question institutionnelle qui est là, une loi qui est là, qui doit être respectée. Quel que ce soit les femmes ou les jeunes, mais s'il y a une loi qui est là... Les jeunes auront-ils également leur place pour le Conseil national de la transition? Comme on le dit, cette transition doit être un nouveau départ pour le Mali, pour aller vers une refondation. Et du coup, ça doit vraiment refléter la société malienne. Aujourd'hui, 75% de la société a moins de 35 ans. Je pense qu'à ce niveau, on doit quand même faire confiance aux jeunes. On doit lancer un message fort aux jeunes pour leur dire que désormais ce Mali-là, c'est vous qui devrez le faire. Je l'ai dit très souvent qu'il est inacceptable qu'encore en 2020, que des Soudanais continuent de diriger les Maliens. Rapidement, quelques secondes. Optimiste ou pessimiste par rapport à la suite de cette transition? Je peux dire 50-50. Et vous, Ibrahim Maïga? Je pense que ce qu'elle a dit est extrêmement important. Oui, mais le temps fait défaut. L'indiscipline, je ne pense pas que ça soit lié à une absence d'engagement des femmes. Les hommes ne militent pas autant que les femmes, mais pourtant ils sont au gouvernement, ils sont dans le CNT, ils sont représentés partout. Je pense que c'est surtout un manque d'indiscipline et aussi une absence parfois d'intégrité morale et politique. Optimiste ou pessimiste par rapport à la suite de cette transition? Alors, je pense qu'on est sur une autoroute. Il est encore possible d'avoir la bonne sortie. C'est au gouvernement de transition de donner le temps. Brema Ali Dicko, optimiste ou pessimiste? Alors, moi, je suis toujours optimiste. Je souhaite bon vent au gouvernement pour le bonheur des Maliens. Merci à nos 3 invités. Dr Brema Ali Dicko, sociologue, professeur à l'Université de Bamako, Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité, et Adam Dicko, directrice exécutive de Agicad Mali. À la régie vidéo et audio, Seydou Ndaw et Gagny Kanté. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.